bienvenue dans cet épisode 3 de mes épisodes spéciaux Trucs Tricot. Donc je suis Mylène alias Folie Ordinaire et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Folie Ordinaire avec un 0 à la place du haut de ordinaire sur Instagram, ici, là. Après vous me trouvez sous Ravelry et aussi sur mon site internet qui s'affiche là maintenant, donc Folie Ordinaire avec un 0 pour ordinaire. Donc bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de Trucs Tricot. Je me répète un peu mais bon, j'ai perdu le fil, j'ai pas enregistré de Trucs Tricot depuis septembre et nous sommes le 25 février 2025. Donc j'avais envie de réalimenter cette petite catégorie, donc l'épisode est presque prêt, voire il est prêt depuis le mois de novembre, mais je n'ai pas encore pris le temps de l'enregistrer, donc c'est chose faite aujourd'hui. Et je vais vous parler de 5 trucs tricot que j'aurais aimé savoir plus tôt pour faire moins d'erreurs et de bêtises. Parce que oui, il y a des petites astuces qui sont pas mal à savoir. Alors je vais vous partager les miennes, donc c'est toujours pareil, ces épisodes c'est vraiment du personnel. Il n'y a pas de règles immuables et inconditionnelles, voilà, chacune fait comme elle veut, mais ce que je vais vous dire, c'est vraiment adapté à mon ressenti et aussi aux erreurs que j'ai pu faire et au progrès que j'ai eu au cours de ma vie de tricoteuse. Donc voilà, on va pouvoir commencer et donc je vais vous parler de certaines expériences et on va commencer, donc on va parler de ces 5 trucs tricot. Donc je vais commencer par vous parler des aiguilles, même si j'en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode, mais vous allez voir, on va pas aborder les mêmes thèmes, le même sujet, puisque les premiers épisodes c'était vraiment les 5 accessoires que j'utilise souvent, et là je vais vraiment vous parler donc de 5 astuces. Voilà, donc la première astuce ce sera de bonnes aiguilles, la deuxième astuce ça va être l'échantillon, la troisième astuce ça va être les fils, bien connaître les grosseurs de fils, la quatrième astuce ça va être d'investir d'acheter une laine en fonction d'un projet, et ma dernière astuce ça va être que je perde pas le fil puisque j'ai fait des petites notes. La cinquième astuce ça va être d'essayer progressivement son tricot, et donc on va commencer tout de suite. Donc pour ma première astuce, à savoir pour vraiment ne pas faire trop d'erreurs sur son tricot, c'est d'avoir de bonnes aiguilles. Donc les bonnes aiguilles c'est un investissement, mais il faut quand même savoir que du bon matériel de base c'est important. Et donc si j'avais pas pensé à cette astuce là, c'est Simone de Yarn by Simone qui m'y a fait penser, puisque j'ai mes aiguilles depuis je dirais 2011 ou 2012, donc ça va faire 14 ans, on va dire, 13-14 ans que j'ai mes aiguilles. Je m'étais fait offrir le kit Yaya à Noël. À l'époque, il était à peu près 90 €. Donc je sais qu'il a un peu augmenté ces derniers temps. Mais voilà, du coup, j'ai les mêmes Yaya depuis longtemps. Donc elles ont très bien vieilli. C'est un bon investissement en fait. Hop, elles sont ici. J'ai une belle pochette offerte par Sophie Chiffon Magazine. Merci beaucoup. Et donc du coup, hop, zoup zoup. Donc les aiguilles, j'ai un certain nombre, donc je crois que ça va du 2,75 ou du 2,5 jusqu'au 5. J'ai acheté du 6,5, du 5,5 et du 6,5. Et après, il y a 4 câbles dans le kit. Donc là, j'en ai que 3, mais j'en ai racheté. Donc il faut savoir qu'un bon kit, on le garde longtemps. J'ai une aiguille qui est un peu abîmée parce que j'ai voulu, je sais plus pourquoi, j'ai voulu tourner avec, vous savez, faire contre-pied pour serrer quelque chose, et j'ai plié moi-même l'aiguille, donc c'est du 3, donc j'utilise pas souvent, donc c'est pas très grave. J'ai réussi à la redresser, mais du coup elle a une petite bosse rentrée à l'intérieur. Et les câbles, j'en ai un jusque là qui s'est usé au niveau de la jonction, mais c'est donc c'est le 4,5 que j'ai pas, c'est le plus petit câble, c'est le 40, c'est celui que j'utilise, donc c'est pas celui-là. C'est celui que j'utilise sur les manches par exemple, au début des manches avant les diminutions. Et en fait il s'est usé au niveau de la jonction, c'est le plastique tout simplement qui a
qui s'est usé entre le bout de métal, là, et la jonction du câble. Alors moi j'aime bien ces câbles-là parce qu'ils se tournent, mais après c'est à vous vraiment de trouver ce qui vous plaît, puisqu'il va y avoir plein de types d'aiguilles différentes. Donc il est possible d'essayer des aiguilles et d'en acheter une pour voir si ça nous convient, parce qu'il y a vraiment des spécificités en fonction des marques. Je sais que moi j'utilise les Yaya puisque c'est des aiguilles en métal et que j'aime travailler sur du métal, mais aux élèves qui apprennent, je leur prête des aiguilles en bois, en bambou, puisque le bois va moins glisser que le métal, donc il y a moins de risque de perdre facilement l'émail. Après voilà, c'est de la perception personnelle. Moi j'aime le toucher du métal, c'est froid, mais il y en a qui préfèrent la chaleur du bois. On va avoir ensuite des aiguilles fixes ou des aiguilles interchangeables. Donc à savoir que depuis tout à l'heure, je vous parle bien entendu d'aiguilles circulaires. Voilà, je ne tricote plus avec les aiguilles droites, j'en ai pas mal. Donc j'ai un reste là-haut, je sais pas si on le voit dans le pot, en décoration. Des aiguilles en bois que j'avais achetées avant mon kit circulaire et que j'ai aussi... j'ai des aiguilles en métal que j'ai récupérées de ma grand-mère qu'elle m'avait données quand je tricotais et où j'ai récupéré aussi toutes ces aiguilles à son décès. Et du coup, là, tout ce que je vous dis, c'est des aiguilles circulaires. Donc pour le kit d'aiguilles. Donc je disais, donc il y a le bois, le métal. Ensuite, vous avez aussi les aiguilles fixes ou les aiguilles interchangeables. Donc ce que moi je vous ai montré, c'est du interchangeable. Ça veut dire qu'on va avoir l'aiguille séparée des câbles et qu'on peut aller visser les aiguilles sur les câbles et changer. Par exemple, quand on passe aux côtes sur la manche, je peux juste, au lieu de changer complètement d'aiguille et de glisser les mailles, ce qui est très facile à faire, je peux simplement dévisser mon aiguille et enlever mon 4,5 pour mettre du 3,5, du 4 à la place pour avoir une aiguille un peu plus serrée pour les côtes. Voilà, ça c'est toujours pareil, c'est un avis personnel. Vous pouvez aussi très bien essayer, souvent les marques elles font les mêmes gammes en fixe ou en interchangeable, et du coup vous pouvez essayer la gamme. Par exemple les Yaya que moi j'ai, c'est les Yaya Sharp, donc elles sont assez pointues. Et donc, il faut faire attention parce que certaines n'aiment pas parce qu'elles peuvent trouer le doigt. J'en ai des cicatrices qui peuvent en attester. Et donc, j'ai changé ma façon de tricoter avec. Mais voilà, des fois, il vaut peut-être mieux essayer de tricoter avec en acheter qu'une avant d'acheter le kit entier. Et ça permet voilà, d'avoir des différences, d'avoir des perceptions et des essais de tricot. Parce que c'est ça qui va être important, c'est vraiment de tricoter avec et de voir si vous aimez ou pas. Donc pour ça, moi je vous ai parlé des Yaya, il y a aussi Xiaogu qui fait des bonnes aiguilles, il y a Knit Pro qui est assez référencé aussi, je sais que Prime en font, enfin voilà, il y a plein de marques. Vous pouvez même en trouver chez les sœurs, les Sauce Green, je sais pas le dire, Sauce Green on va dire, qui font pas mal de petits matériels aussi de tricot, dont des aiguilles. Et si on veut essayer au débarrage déjà pour le tricot en circulaire, c'est intéressant. Donc l'avantage du tricot circulaire, c'est qu'on peut tricoter en rond mais aussi à plat en aller-retour, même si c'est pas les grandes aiguilles, on tourne à chaque fois. Et aussi c'est très nomade. Et ça c'est génial puisque comme on a tout sur des petites aiguilles, on n'a pas les grandes aiguilles qui gênent ou difficiles à porter, et on va avoir tout sur nous. Mais bon, dans la majorité des personnes qui regardent ce podcast, je sais que vous êtes déjà des tricoteuses, donc je vais pas m'attarder trop longtemps. Voilà, je voulais juste dire que des bonnes aiguilles, c'est important, puisque en fait, comme je disais tout à l'heure, des aiguilles où on va se trouer le doigt et se faire mal, c'est pas agréable. Donc moi j'ai changé ma façon de tricoter puisque j'avais déjà acheté le kit entier. C'est-à-dire qu'au lieu de... Si je vous sors une aiguille pour vous montrer, au lieu de piquer, de pousser la pointe avec mon doigt comme ça, avant je faisais comme ça, je poussais, maintenant je la mets sur la tranche en fait. Donc ça fait pas grand chose en changement, mais ça modifie quand même les habitudes qu'on a. Et du coup je me suis quand même troué quelquefois le doigt, je vous dis, d'où les cicatrices. Voilà. Mais bon, c'est rien de bien grave. Après, il y en a qui vont préférer des bouts plus ronds parce que ça va être plus facile à
à glisser au niveau du brin pour pas séparer les fils, les plis. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Enfin voilà, il y a vraiment, je vous dis, il y a des câbles, des jonctions de câbles qui vont accrocher plus en fonction de la laine et certaines vont préférer, d'autres moins. Il faut vraiment faire l'expérience de l'aiguille et trouver son matériel idéal qui nous permet de tricoter de façon optimale, parce que c'est vrai qu'une aiguille qui croche, on va avoir tendance à faire plus de mouvements, on va râler et du coup c'est assez important d'avoir une bonne aiguille de base. Donc c'était un très bon conseil de Simone et je la remercie puisque c'est j'avais trouvé les 4 autres les 4 autres trucs indispensables et celui-ci j'y avais pas trop pensé puisque j'ai mon kit depuis très longtemps et que c'est vrai que ça me paraît normal, la bonne aiguille je l'ai, mais effectivement quand on réutilise des aiguilles qu'on trouve moins bien, on se rend compte que c'est hyper important. On va passer donc au numéro 2. Alors, le deuxième truc indispensable dont je vous ai parlé, c'est l'échantillon. Et là, je vais me faire maudire par des centaines de personnes. Je sais, l'échantillon, c'est pénible. Mais c'est hyper important parce qu'il faut savoir que quand vous réalisez un patron de tricot, tout est basé sur l'échantillon. Les designers ne font pas toutes les tailles. Je vais pas, moi, tricoter ma taille et les 3 tailles en dessous et les 3 tailles au-dessus. J'ai pas le temps, déjà. Et qu'est-ce que je ferais d'un pull que je ne peux pas porter? Voilà, on peut pas. Donc tout est basé sur les mathématiques et donc l'échantillon va être hyper important puisque moi je vais faire mon échantillon avec un numéro d'aiguille. Donc le numéro d'aiguille il peut varier un petit peu d'une tricoteuse à l'autre puisqu'on va avoir des tensions différentes. Donc je disais, les tailles d'aiguilles peuvent varier un petit peu, mais le nombre de mailles, ça c'est hyper important d'avoir le même nombre de mailles pour 10 cm et le même nombre de rangs pour 10 cm. Le nombre de rangs, je le respecte quand je tricote les modèles d'autres, je le respecte un peu moins puisqu'on peut, enfin ça dépend des patrons, mais souvent on a les mesures en centimètres aussi. Donc ce que je disais dans d'autres épisodes, la mesure du raglan, ça va être important, mais des fois il faut faire attention parce que si on a moins de rangs et qu'on respecte juste les augmentations de raglan, on va se retrouver à avoir un raglan qui peut être plus petit vu qu'on avait moins de rangs. Donc il faut faire attention quand même à ça. Et je vais vous montrer donc les échantillons que j'avais tricotés pour le livre, pour vous montrer la différence entre les rendus. Donc je vais vous montrer 4 échantillons que j'avais tricotés pour les photographier. Donc il y a un échantillon de base up qui est ici, qui est de 22 mailles pour 10 cm. Ça c'est en 4,5. C'est l'échantillon normal. C'est l'échantillon du modèle qui a été calculé. Donc le pull du livre, il est calculé sur 22 mailles. Donc si vous voulez avoir les bonnes dimensions que je donne dans le livre, ou dans tout autre patron, il faut avoir cet échantillon. Ensuite, j'ai fait un échantillon en 3,5, donc une taille en dessous. Et si je les mets à côté, on voit bien qu'il y a une grosse différence. Il y a quasiment 1,5 cm de différence. Donc en baissant d'une taille, j'ai un échantillon beaucoup plus petit. Et alors au niveau du maillage, on a aussi un échantillon qui est beaucoup plus serré. Donc c'est très joli aussi. Mais du coup, votre tricot, si vous avez un échantillon qui est trop petit, si vous tricotez dans des aiguilles qui ne donne pas le bon échantillon ou qui va donner un échantillon beaucoup plus petit. Je donne pas de numéro d'aiguille exprès parce que je veux pas porter à confusion parce que il y a des fois on va utiliser par exemple moi j'ai fait celui-là en 4,5, certaines vont l'avoir en 4. En fonction, ce que je disais tout à l'heure, de la tension de votre façon de tricoter. Donc je donne, voilà, c'est indicatif, mais il ne faut pas se baser dessus. Donc celui-là, j'ai utilisé des aiguilles 3,5, il est plus petit. Donc si je fais le pull du livre avec des aiguilles 3,5, je vais avoir un maillage plus serré, plus dense, c'est beau aussi. Par contre, je vais avoir un pull petit, beaucoup plus petit. Donc 1 cm de différence pour 10 cm. Donc vous imaginez, pour un tour de poitrine de 80 cm, 8 fois 1,5, attention, qui est bon en maths, qui suit, moi je l'ai pas, 8 et 12, ça fait 92 cm. Voilà, non, 9,2 cm
de différence, donc vous avez 9,5. Donc vous avez presque 10 cm de moins. Donc au lieu d'avoir 80 cm, vous allez avoir au lieu d'avoir un tour de 80, vous allez avoir 10 cm de moins, donc 70. Voilà, j'espère que je ne me suis pas perdue dans mon fil. Mais voilà, donc ça c'était en plus petit. Et si je fais la même en plus gros, donc là j'ai en 5,5. Hop. On voit bien aussi la différence. Donc ça c'est 4,5, ça c'est 5,5. Et bien là il est du coup 1,5 cm plus grand. Donc c'est pareil, si on ne respecte pas le bon échantillon, on va avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'ai fait l'essai aussi pour voir avec du 6,5. Et là, bon bah, je pense qu'on doit avoir 3 cm si, si la logique est bonne. Mais voilà, tout ça pour vous dire que l'échantillon est hyper important, puisque sinon vous allez avoir quelque chose de soit beaucoup trop petit, beaucoup trop grand. Donc c'est voilà, l'échantillon est important pour respecter les mensurations. Après, si c'est une démarche, si vous voulez faire quelque chose d'aéré, de plus aéré, comme on peut voir hop, là, vous pouvez très bien déjauger. Par exemple, mon châle Cornuta, j'ai volontairement tricoté en 4,5 au lieu du 3,5 pour avoir un très grand châle et quelque chose de beaucoup plus aéré et souple. Mais c'était volontaire, donc il faut bien faire attention. Et oui, l'échantillon n'est pas marrant à faire, on a l'impression que c'est une perte de temps. Moi je sais que, hop, j'en ai pas mal là, je les pose tous là après. Mais je les fais, il faut bien les bloquer aussi, enfin, les bloquer, pas de façon drastique, il faut moi je les lave, je les passe juste à l'eau. Ensuite je laisse sécher à plat, je l'étale juste, je laisse sécher, je fais pas un truc où j'étire fort, je le laisse sécher et je vois ce que ça donne et si j'ai bien mes 10 cm avec le nombre de mailles qui est donné. Je sais que pour mes patrons, je fais très régulièrement l'échantillon, puisque, comme je vous ai dit, toutes les mesures que je donne, en fait, elles sont calculées par rapport à mon échantillon. C'est des règles de 3, ce que j'explique dans le livre, et du coup, je peux pas ne pas le faire. Alors, quand c'est 2 fois la même laine sur un projet, je fais attention. Mais si vous avez regardé l'épisode précédent sur Mosken, j'avais eu peur parce que mon échantillon avait l'air très différent de ce que j'avais tricoté 7 ans avant. Et du coup, bah, j'ai commencé le pull en me disant il va être immense. Et finalement, j'ai fait un petit échantillon, j'ai fait une pause, j'ai fait un petit échantillon. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était bon. Mais j'ai eu une frayeur parce que je me suis dit que ça allait être très très grand si j'avais un échantillon qui changeait même d'une maille. Et finalement, tout s'est bien fini. Donc voilà pour l'échantillon. Et on va passer à la suite sur les différences de fils. Donc c'est parti pour cette troisième partie sur les différentes épaisseurs de fil. Donc en France on utilise beaucoup les repérages en fonction du nombre d'aiguilles, je pense notamment à Fil d'Art où on a le numéro d'aiguille avec l'échantillon. Mais les pays anglophones, ils utilisent plutôt une classification des laines en fonction de leur grosseur. Donc vous allez avoir les laines très fines et les grosses laines. Donc je vais pas toutes les présenter, mais je vais présenter celles qu'on utilise le plus couramment, enfin celles que moi j'utilise le plus couramment déjà. Si vous arrivez à vous repérer sur ces 5 là, c'est intéressant. Et après vous allez avoir des tableaux d'équivalence, dont notamment un fait par Simone sur son site qui s'appelle Memoply, qui est très facile à comprendre et à utiliser et que je trouve très intéressant pour du coup arriver à trouver des équivalences, puisque souvent les erreurs qu'on peut faire au début c'est se tromper de laine et donc de pas forcément utiliser la laine recommandée dans le patron, mais de prendre des laines qui ressemblent et finalement en fait elles ressemblent pas du tout. Vous allez voir, je vais vous montrer par exemple, vous allez avoir les laines fingering et sport qui peuvent être très similaires à la vue, et en fait il va pas y avoir le même métrage, donc il va falloir faire attention quand vous achetez les écheveaux, et il va pas non plus y avoir le même nombre de mailles avec le même numéro d'aiguille. Donc je vais vous en présenter quelques-unes tout de suite, elles sont derrière moi. Donc vous allez avoir la plus petite, la plus fine qui est la lace, donc qui est, alors là souvent c'est un fil de mohair, mais vous pouvez aussi en avoir en laine mérino par exemple, qui va être très fine, donc la lace. Vous allez avoir la figurine, et je vais vous les montrer après côte-côte, la sport, hop, la DK, ou DK, et la
worsted. Voilà, je vais m'arrêter sur ces 5 là. Donc forcément la worsted elle part énorme avec ma grosse pelote. Donc la lace, comme vous allez avoir ici, donc avec un brin de mohair, elle va avoir 420 mètres, celle-ci par exemple, pour 50 grammes, ce qui fait que pour 100 grammes, on a 840 mètres. Donc souvent c'est des écheveaux de 50, mais voilà, 840 mètres, c'est une laine très fine qui peut se tricoter toute seule comme ça, soit avec des petites aiguilles, soit comme je vous disais tout à l'heure, en déjaugé, avec des plus grosses aiguilles, et vous pouvez aussi la tricoter en double, mais ça on verra après. Donc la lace. Ensuite, on a la fingering. Donc hop, on voit bien déjà que le brin, il est un peu plus gros. Et la fingering, il va y avoir 400 mètres pour 100 grammes cette fois-ci. Et moi, je la tricote en 3,5 à peu près, comme le pull que je porte sur moi, 3,5. Ensuite, vous allez avoir la sport. Donc là, je vais vous montrer, puisque la différence, elle est subtile. Donc le fil n'a pas l'air beaucoup plus gros, et pourtant, il est un peu plus gros. Ici, vous allez plutôt être sur 350 mètres pour 100 grammes. Si je dis pas de bêtises, donc j'utilise moins souvent. Là, ici, vous avez la MT, la Merino Tencel de Simone. Ici, c'est la Merino toute seule. Je vais chercher ma pelote qui appuie. Oh, bah, j'ai tout qui part. Voilà, j'ai tout qui appuie, tout va bien. Donc, je vous disais, je vais poser la lace là, comme ça évitera de partir. Donc, là, on a peu de différence. Et pourtant, moi, je vais tricoter la sport en 4. Alors que celle-ci, c'est 3,5. Après, si je prends celle du dessus, on a la DK. La DK, en fait, c'est double knitting. En fait, la DK, c'est l'équivalent de 2 fils de fingering tricotés ensemble, au niveau grosseur. Et donc, du coup, celle-ci, elle est en 4,5. Vous avez à peu près 250 mètres, 200 mètres même des fois. Et là, pour le coup, si vous prenez donc 2 fils de mohair, de fingering tenus ensemble, vous allez avoir le même échantillon que celle-ci. C'est ce que j'ai fait pour... Alors, j'ai fait un peu différemment pour le livre. On a choisi un échantillon DK, donc on a utilisé du Merino en DK, et ensuite on a fait d'autres modèles avec un fil de Merino et un fil de mohair tenus ensemble, ce qui donne aussi le même échantillon. On a des équivalences. Et pour finir, dans ce que je vous présente, mais il y en a d'autres, vous avez la worsted, je sais pas comment, voilà, en anglais, qui est du coup encore plus grosse. Hop, on le voit aussi. Et celle-ci, je la tricote rarement toute seule, mais je crois que c'est plutôt en 5. Et elle a 100 et quelques mètres pour 100 grammes. 180 mètres, 160 mètres, je sais plus. Peu importe, c'est pas ça le plus important. Tout ça pour vous dire que vous allez devoir donc bien regarder la grosseur de fil. Et si on vous dit de prendre tant de mètres d'un fil fingering, vous allez devoir trouver un équivalent en fingering. Maintenant, quasiment tout le monde utilise ces termes-là, donc vous allez pouvoir facilement vous repérer. Si on vous demande d'utiliser tant de mètres de DK, vous pouvez prendre soit celle-ci, soit 2 fingering ensemble, soit un lace plus fingering ensemble. Ça va donner la même chose. Voilà. Après, c'est intéressant de jouer, par exemple, sur les grosseurs, puisque c'est pareil, la worsted, on peut aussi utiliser un DK et un mohair ensemble, et ça va donner un échantillon de worsted, ou même, on pourrait dire, 2 mohair et un fingering pour donner un échantillon de worsted. C'est ce que j'ai fait pour mon bonnet Saro, qui est tricoté avec une laine worsted, mais qui, moi, je l'ai fait avec un brin de fingering et 2 brins de mohair. Et ça donne la même épaisseur que ça. Voilà, une fois qu'on a repéré ça, déjà, on arrive plus facilement à trouver les équivalences et à ne pas se tromper. Toujours faire l'échantillon quand même. Sauf si vous savez où vous allez, mais voilà, moi c'est ce que je recommande. Ça permet de s'y retrouver plus facilement et de ne pas faire d'erreur. Et encore une fois, de ne pas avoir de pull qu'on ne va pas pouvoir porter parce qu'il y a un problème de laine. Des fois, il faut faire un peu attention aussi au drapé et au choix de matière,
puisque les designs vont avoir un certain tombé en fonction de la matière utilisée. Je pense notamment à mon Midas qui est fait dans un Merino Yakesoa DK. Donc la laine est assez grosse, mais le Merino Yakesoa, le yak, il est très souple et fluide. Et il y a un petit côté brillant donné par la soie. Et du coup, si vous prenez un Merino simple, il va avoir moins cette fluidité au niveau du drapé. Ça va être joli aussi, mais le tombé et le vivant du... je sais pas comment dire, mais la façon dont il va se mouvoir sur vous une fois porté va être différent que d'une matière à une autre. Mais ça, c'est autre chose encore un peu différente. Et donc on va passer à la 4e astuce avec acheter la laine en fonction du modèle. Donc pour cette 4e partie, je fais des petits trucs avec mes mains. Moi ce que je conseille, chose que je ne faisais pas du tout avant, ce que je vous conseille c'est vraiment de trouver votre laine en fonction du modèle que vous voulez tricoter. Je sais que des fois, on fait des salons et qu'on a envie d'acheter plein de laine parce que tout est beau. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais là, en dessous, j'ai plein de boîtes qui sont remplies de laine que j'ai depuis 10 ans pour certaines, je pense, puisque j'ai notamment les laines des États-Unis que j'avais achetées en 2015, que j'ai pu tricoter. Pourquoi ? Parce que j'avais un projet à la base sauf que j'ai pris des couleurs que je ne porte plus aujourd'hui. J'ai pris du violet, je ne mets jamais de violet puisque je n'aime plus le violet. Je ne sais pas pourquoi. Un jour j'ai aimé le violet parce que je n'en portais pas finalement, je trouvais que ça valait pas. Et du coup ouais, j'ai du violet, j'ai des bleus, chose que je porte très peu aussi. Donc on évolue avec le temps et du coup avoir un stock monstrueux, chez moi c'est inutile en fait. Donc j'essaye de déstacher régulièrement. Certaines trouvent preneur, d'autres non. Bon, celle des États-Unis, j'arrive pas à m'en séparer parce que j'ai un petit attachement personnel quand même avec le voyage. Mais voilà, j'ai d'autres pelotes que j'avais achetées, et notamment un pull qui va sortir normalement au mois de mars. J'avais acheté les laines chez Maison Corlaine en 2019, donc ça va faire déjà 6 ans, 4 ans et demi. Et du coup, c'est dommage en fait d'avoir un stock dormant, surtout qu'il peut y avoir des mythes qui s'invitent. On peut donc avoir des dégâts dans les boîtes de laine. Il faut bien faire attention à comment on entrepose nos laines. Et on peut aussi donc changer de goût, changer de couleur et d'envie de couleur. Il y a aussi tout simplement aussi les matières qu'on ne supporte plus ou que finalement on n'aime pas. Donc je conseille vraiment de prendre au fur et à mesure, même si ça veut dire faire des commandes au dernier moment ou autre, mais ou ne pas prévoir trop à l'avance. Je sais que j'évite, personnellement je fais attention maintenant de plus prendre trop de laine. Là récemment j'avais acheté de la laine pour refaire mon châle cornuta, donc je l'ai toujours pas tricoté, c'était il y a 6 mois, mais c'était il y a pas 6 mois, c'était en novembre, peu importe. Je sais que je vais les tricoter dans l'année en fait. J'essaye de, je me donne des objectifs parce que je veux plus en avoir trop. Donc, j'ai peur, des dégâts et aussi encore une fois, la réalité fait que j'ai changé de goût. Notamment là cette année aussi je me suis donné, donc l'année dernière je m'étais donné comme objectif d'utiliser une laine de mon stock à chaque fois. Donc là l'année dernière j'ai fait le Papouas qui était dans mon stock depuis 2019. Cette année j'ai du coup utilisé la laine Maison Corlaine pour faire Apogoum qui sortira bientôt et qui était aussi 2019. Et j'ai programmé du coup dans une autre laine Maison Corlaine que j'ai achetée il y a encore plus longtemps peut-être, au premier Knit It, je sais plus. Mais c'était bien avant Covid. J'avais acheté une laine aussi brute et je vais refaire un design que j'ai déjà fait pour renouveler un peu. Et voilà, j'essaye d'utiliser les laines de mon stock avant de racheter trop. J'ai pas dit que je n'achetais plus. Je suis faillible comme tout
Mais voilà, j'essaye de faire attention et je recommande vraiment. Ça évite aussi des déboires, notamment des fois on se dit allez j'en prends 3 parce qu'elle est belle et finalement le modèle qu'on aime et avec lequel on aimerait la tricoter, bah il en faut 4 échos et parce qu'il est un peu plus large ou que voilà, il y a du motif, ça prend plus de laine. Sauf que si c'est des teinturières indépendantes, vous n'allez pas avoir les mêmes bains, puisque à 4 ans d'écart, les recettes évoluent, la dureté de l'eau peut faire varier aussi les couleurs, les pigments peuvent changer, enfin il y a plein de choses qui changent en 5 ans et que du coup vous n'allez jamais ou difficilement avoir le même bain en fait avec autant d'années d'écart. Donc il vaut mieux s'assurer en quantité de laine et le fait de connaître déjà quel patron on veut faire avec telle laine qu'on veut acheter, et bah au moins on sait tout de suite le métrage qu'il faut. Bon bah il m'en faut 1600, j'en prends 4. Alors qu'on en aurait pris d'instinct que 3. Voilà. Donc pour ça, c'est mon autre astuce, puisque ça évite d'avoir aussi des laines qui débordent de partout. Et la dernière astuce, c'est l'essayage progressif. Donc on passe à la dernière astuce qui est l'essayage progressif. Et ça, c'est un des avantages du tricot en circulaire, c'est que on peut essayer au fur et à mesure notre pull. Donc je peux vous montrer avec mon encours qui est un gilet qui s'appelle Manidas, qui est fait en double mohair. Et donc bon là j'ai fini le corps, mais je l'ai essayé plusieurs fois. L'avantage c'est que avec le tricot en circulaire, on peut utiliser des câbles beaucoup plus grands. Donc bon là en plus c'est un aller-retour, donc mon câble s'il était plus grand c'était pas grave. En rond on peut juste changer, faire un tour avec une aiguille beaucoup plus grande pour pouvoir l'essayer au tour d'après. Et donc ça permet d'essayer et de voir le tomber, parce que des fois on nous demande de suivre un nombre de centimètres, mais personne n'est identique. On a tous une hauteur de buste qui est différente, des hauteurs de raglan qui sont différentes, donc c'est hyper important. Je sais par exemple que pour le test de Apogon, j'ai certaines testeuses qui m'ont dit le raglan là il va tomber trop haut, trop loin, comment... Voilà, donc il faut vraiment l'essayer au fur et à mesure, c'est vraiment l'avantage. Et ça permet d'avoir un tricot vraiment à nos formes et notre morphologie. Donc par exemple pour celui-là, donc je sais pas si je peux l'essayer parce que hop, j'ai pas envie d'enlever mon pull. Mais voilà, donc celui-ci j'ai essayé, puisqu'au début j'étais partie sur, je sais plus combien j'avais noté, 34 cm de hauteur de buste. Sauf que déjà, là, j'en ai fait que 29, plus mes 3 cm. Donc en fait, j'ai 33 là, en hauteur, mais j'ai un buste assez petit. J'aime pas quand ça tombe trop loin au niveau des hanches, donc le fait d'avoir essayé, je me suis réglée en disant non, 34 c'est trop, je vais faire 5 cm de moins, et c'est parfait. Pareil pour les manches, bon là je viens de démonter donc vous verrez pas, mais j'ai essayé et j'ai vu que la manche que j'avais faite était beaucoup trop large et que c'était vraiment pas joli. Donc j'ai défait et je vais recommencer. C'est vraiment l'avantage aussi du tricot en circulaire, de pouvoir faire tout en une pièce et d'essayer au fur et à mesure. On se rend compte tout de suite ou très rapidement s'il y a un problème ou si ça va pas ou si on n'aime pas et on modifie et on corrige tout de suite. On peut dans la foulée rectifier. Alors que les tricots à plat, c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait les coutures, on ne sait pas. Même si on l'essaye comme ça dans le dos ou devant, oui on se rend compte un peu, mais voilà, c'est plus délicat de se rendre compte de la finition. Et hop, je vais m'en mêler. Et donc voilà, c'est un des conseils que je donnerais. C'est pas très compliqué à faire, vous avez juste à avoir des câbles un peu plus grands. Alors là, j'avais pas mis pour les manches, mais en général, je mets aussi les bloqueurs pour éviter de perdre les mailles, parce que des fois, on pense que le câble est bon, mais en fait, il est trop petit. Et donc là, je les ai pas mis, parce que voilà, j'ai pas mis. Mais ça permet de bloquer et d'éviter de perdre des mailles, et on peut donc essayer aussi bien les raglans que la hauteur, que le tour de corps et de hanches. Si on a les hanches qui s'élargissent et qu'on a besoin de voir comment ça va tomber, on fait tout au fur et à mesure et on essaie.
Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode. Donc je suis bien contente de vous avoir expliqué tout ça. Il ne faut pas oublier que tout ce qui se fait se défait. Donc tout ce que vous avez tricoté qui ne va pas, ça se détricote. C'est pas toujours agréable, mais ça fait partie du tricot. Ça nous donne de l'expérience et c'est cette expérience-là qui fait qu'on va mieux tricoter, tricoter plus vite, tricoter... mieux comme on veut, mieux pour nous. Et voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Et j'aimerais bien savoir si vous savez, si vous aviez, vous, une petite astuce indispensable que vous auriez aimé savoir avant, laquelle ça aurait été. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes dans mes 5 astuces ou s'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas pensé mais qui sont hyper importantes aussi, c'est fort probable. Et donc on va se retrouver après pour un prochain épisode. Donc la prochaine fois ce sera un épisode de tricot sur Apogon justement dont j'ai parlé tout à l'heure, je suis un peu teasing. Ce sera le chapitre 56 et on se retrouvera fin mars pour un autre truc tricot. Et j'ai déjà en tête. J'espère que je mettrai moins de temps que celui-là à enregistrer, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. Et j'imagine bien un épisode où je tricote tous les jours ce que je tricote sur une semaine pour voir un peu l'avancée sur une semaine et le temps de tricot et l'évolution pour un peu voir dans le temps le timing et le nombre d'heures. Et voilà, je trouvais ça rigolo de faire ça. Si vous avez des thèmes aussi, des choses que vous voulez que j'aborde, des astuces que vous voulez que je donne, n'hésitez pas à poser en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous. J'ai perdu le fil de ce que je disais.